est indéniable qu'au cœur de l'été, il y a surtout beaucoup de grosses sorties. Et ici, le but, ça va être de mettre en avant des films qui sont sortis en catimini dans les salles, et qui donc sont un peu passés inaperçus devant la plupart de vos yeux de spectateurs. Donc, ne perdons pas plus de temps que cela, et parlons tout de suite des quelques films à rattraper du mois de juillet. Au cœur du cinéma d'animation, s'il y a bien quelque chose de compliqué, c'est d'avoir une bonne idée, de vouloir la mettre en scène, et de ne pas avoir beaucoup de budget. Pourtant, Bloch et Haas avaient envie de mettre en scène une histoire simple, celle d'un vilain petit canard, mais version goéland. Et en faisant cela, les deux auteurs nous proposent quelque chose de pas forcément très original, mais franchement, cela tient tout de même de l'ordre de l'ingénieux et de l'inventif dans la manière de mettre en scène le tout et de développer l'émotion avec autant de générosité. Malgré cela, le film est un peu long pour ce qu'il raconte et surtout passe un peu trop de temps sur certaines scènes pas toujours très utiles dans le développement du personnage. Et même si on apprécie se laisser emporter par ce petit bout de métrage, tout cela sonne comme un peu plat. Donc heureusement que l'animation sauve tout de même un peu ce tout intéressant, mais tout de même bancal. Une bonne idée qui au bout du compte est pas mal sauvée par son animation parce que je ne pense pas que c'est la douce voix de Vincent de Dienne qui aurait pu le faire tant l'acteur joue assez mal. Ce long métrage est pour moi l'exemple parfait du biopic qui pouvait être passionnant et intéressant et qui se retrouve à être uniquement sauvé quasiment par ces deux actrices. Le long métrage de Shania Button tient le coup, en fait presque uniquement par le biais de son duo d'actrices, car on sent clairement que la cinéaste britannique ne savait pas comment mettre du relief à son film. Et pourtant, par instant, on a tout de même un peu l'impression de voir des idées, une envie, une certaine passion pour les protagonistes se mettre en place. Mais rarement cela fonctionne comme quelque chose de logique. Mais donc, heureusement que le film peut se reposer sur ces deux actrices principales, qui pour le coup se donnent à fond dans leur rôle et permettent alors à l'ensemble du métrage de tenir la route et surtout de parvenir assez facilement à nous embarquer dans leur récit. Et franchement, même si on peut apprécier cela, on a tout de même l'impression que tout est convenu et un tantinet surfait. Comme quoi, la bonne idée de ce biopic et de ce portrait sur ces deux femmes se trouve rapidement perdue dans une œuvre pas très élégante, pas très subtile et surtout très maladroite. La plupart du temps, les auteurs qui se mettent à l'animation pensent que c'est uniquement parce qu'ils ont une bonne idée de base et qu'il faut l'exploiter. Mais parfois, il faut aller un tout petit peu plus loin que ça. Mais dans la tête de Kelly Asbury, déjà auteur du dernier volet de la trilogie Les Schtroumpfs fait par les Américains, le cinéaste avait démontré qu'il ne savait pas aller au-delà du graphisme, et donc proposer quelque chose de neuf et de sincère. Et c'est un peu ce qui se passe ici malheureusement avec ces petites poupées sur le papier intéressantes mais qui deviennent rapidement juste lassantes. Il est indéniable que l'idée de base était mignonne, créer une œuvre autour de la différence et de l'acceptation de soi, mais derrière tout cela se cache en réalité un long métrage qui ne cherche jamais à prendre du recul par rapport à cela et qui se ferme tout simplement autour du concept de créer un animé uniquement pour amuser les enfants mais ne jamais les faire réfléchir, ce qui ne marche pas du tout aujourd'hui et ce métrage là le montre de manière totale. Qui plus est, il y a un petit peu trop de chansons, je trouve, et c'est pas l'idée un peu étrange et saugrenue de faire jouer Pitbull qui sauve le tout. Au cœur de la magnifique et grande production audiovisuelle française, il est souvent facile de juger une comédie française presque uniquement sur son affiche, tant des fois on a des exemples de laideur absolument incommensurables. Celle du premier long métrage en tant que réalisateur de Stéphane Benlassen est franchement laide. On ne va pas se voiler la face, mais on avait envie de se dire, malgré tout cela, que l'idée pouvait être intéressante. Et en toute honnêteté et avec du recul, c'est intéressant. Franchement ça se tient, et c'est même plutôt drôle comme comédie au bout du compte, et ça fait plaisir. C'est pas la comédie de l'année, c'est sûr, mais les situations, l'acheminement des personnages, le développement de certaines séquences, et les acteurs surtout, donnent lieu à un tout qui sonne comme vraiment étonnant dans le genre, et qui sait tirer son épingle du jeu pour sonner comme un peu plus qu'un petit bon délire sympathique, mais sans grand chose de plus à apporter aux spectateurs. Et heureusement pour nous, parce que sinon, cela aurait pu être vraiment indigeste. Et surtout, ça se tient parce que Pascal Nzonzi est juste hallucinant d'hilarité du début à la fin du film. Des fois, on se dit qu'un remake, ça peut être une idée plutôt intéressante. Et parfois, on se dit clairement que ça sert à rien. Dans le genre, je pense que si certains se plaignent de Disney, j'ai envie de me plaindre de MGM, qui a tendance à abuser de cela presque uniquement pour pouvoir garder les droits d'une partie de son catalogue d'exploitation, ce qui donne lieu à ce remake par Chris Addison du film culte de Frank Oz en 1989.
Et franchement, si l'idée pouvait être fun, le film l'est beaucoup moins. Enfin si, il est fun, si on se moque de lui. Parce qu'entre les personnages qui ont les noms les plus clichés du monde, les héroïnes dont la compétition n'a aucun sens, les scènes comiques qui abusent de certains effets dramatiques, on a un tout qui réunit ici un ensemble de codes qui donne un long métrage lourdingue. Pas du tout fin, et qui en plus, malheureusement pour nous, se permet même le luxe de laisser son actrice principale en roue libre, ce qui donne lieu à une Anne Hathaway qui ne sait absolument pas comment emmener son personnage de bout en bout de métrage. Heureusement que Rebel Wilson essaye tout de même de sauver les meubles, mais vu qu'elle est productrice du film, je pense pas qu'elle ait vraiment le choix en fait. Lorsque l'on a créé une œuvre qui est parfois classée comme quelque chose d'unique en son genre et de rare, on a souvent tendance de s'attaquer à un nouveau sujet et d'être rapidement classé comme le cinéaste qui a fait un excellent premier film, mais où le deuxième est pas si bon que ça. Sebastian Schipper avait estomaqué tout le monde avec son gigantesque plan séquence de 2h15 sur son film Victoria. Certainement au point de craindre de sortir son nouveau film, beaucoup plus orienté sur le créatif que le technique, racontant l'histoire d'un duo improbable qui va se retrouver à partir en road trip en France afin de renouer un lien, chacun de leur côté, qu'ils ont perdu avec un être cher. L'œuvre qui en découle porte un très beau message sur l'idée de famille et de compréhension de celle-ci. Et même si l'histoire peut sonner comme classique, le tout est tellement bien mené, tellement intelligemment conçu et développé, que l'on se retrouve à regarder avec douceur et tendresse ces deux protagonistes essayer de se comprendre pour avancer dans la même direction, et ainsi pouvoir ensemble saisir l'essence même de leur combat quotidien, un combat universel et pourtant si personnel. Une œuvre beaucoup plus simple donc pour le cinéaste allemand, mais que celui-ci parvient à maîtriser avec une grâce et une subtilité éblouissante. Le cœur même de la production audiovisuelle russe nous semble tellement sombre pour nous pauvres Français que nous sommes, qu'on a parfois du mal à percer à jour la complexité de certains sujets qu'ils choisissent d'évoquer. Anja Kreis décide de nous plonger au cœur d'une nuit bien singulière, une nuit où plusieurs personnages vont se croiser et s'entrecroiser à l'aube du XXIe siècle. Pour un instant de cinéma qui emporte le spectateur dans un petit tour de la Russie et de son contexte compliqué avec la guerre de l'ex-Yougoslavie, pour un moment de cinéma surprenant, mais pas forcément si juste que cela. C'est loufoque, c'est complètement déjanté, c'est assez juste par instant, mais assez maladroit par d'autres. On s'amuse, mais on se pose beaucoup de questions. C'est un peu étrange, bref. C'est un peu tout ce que l'on a envie de voir, sans réussir à jouer justement avec tous les éléments possibles d'un cinéma qui aurait pu donner lieu à quelque chose de véritablement juste et entraînant. Et on se laisse emporter par l'idée, certes, on se laisse toucher par l'ensemble, mais il faut bien avouer que la cinéaste russe ne réussit pas totalement à nous convaincre et à nous embarquer dans son univers. Dommage, car encore une fois, comme je le répète souvent ici, l'idée de base était bonne, mais il manque ce petit quelque chose pour réussir à dépasser le stade de la petite œuvre très anecdotique finalement. J'aime les films qui décident de brasser l'histoire d'un personnage important dans l'histoire de l'art. Et sur le papier, ce film semblait avoir tout pour m'enchanter. Au bout du compte, j'ai la sensation que c'est une œuvre étonnante et émouvante qui s'est offerte à moi. Mais une œuvre également qui ne sonne pas forcément comme le biopic que je pouvais attendre de la part de Isia Bolyline. Si l'idée qui entoure le long métrage est vraiment intéressante, il semble évident que la présence de Carlos Acosta, le personnage central comme acteur et producteur de ce long métrage, n'ait peut-être pas été forcément la meilleure idée qui soit, et en ce sens, on a un peu l'impression que même si le film est entraînant et touchant, on sent que cette idée ne fonctionne pas forcément toujours. Mais au bout du compte, la tendresse, la délicatesse et l'émouvante sincérité de certaines scènes font que l'on a tout de même l'impression de voir une belle et délicate œuvre de cinéma qui reste juste. Ce n'est pas un biopic sensationnel, mais l'idée reste entraînante et intéressante de bout en bout, donc parfois, il suffit de peu. À la base, j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur son métrage. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait anguille sous roche. Au bout du compte, il s'avère que bien au-delà de son concept assez simple, tout autant que le premier long métrage d'ailleurs, ici Renaud et Delval ne parviennent pas vraiment à donner lieu à quelque chose de plus, donnant simplement lieu à une mise en scène classique et convenue, d'une œuvre rarement juste, mais simplement divertissante. Les deux cinéastes ne semblent chercher qu'à créer une scénographie qui résonne comme simple. C'est tout. Autour d'une histoire beaucoup trop anecdotique pour transcender un sujet qui aurait pu donner lieu à une œuvre divertissante, et pour tous les âges. Or ici, il est sûr qu'au fond, cela reste entraînant,
mais il manque cette essence qui faisait la force et la justesse des mois moches et méchants. C'est tout. Cela reste un petit délire d'animation d'été tout à fait sympathique, mais honnêtement, c'est vraiment pour les enfants. Parce que je pense que les adultes à côté, ça va pas être trop leur gamme. Ouh, ça y est, on a fait le tour des sorties manquantes du mois de juillet. Je pense très sincèrement que le mois d'août en sera chargé également parce que, vous vous en doutez bien, il va y avoir les vacances. Mais d'ici là, n'oubliez pas cet adage que je ne cesse de dire à chacune de ces vidéos, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.